entre le commercial, qui a surtout envie de vendre son truc, la technique qui se demande bien quel produit il faut faire, et en l'occurrence, il fallait faire ce relais en étant loin. Donc il fallait quelqu'un qui était un peu jack of all trades, qui avait envie de toucher à tout. Et j'étais vraiment très touche à tout, ça me plaisait beaucoup d'être loin et d'avoir beaucoup de choses différentes à faire le soir matin. Tu n'aimes pas trop les patrons? Non, j'aime bien les patrons, mais les bons patrons, et en l'occurrence le gars, ça aussi c'était un autre critère. Le gars qui m'a emmené, il y a eu un bon flash, et voilà. Bon, donc tu fais ça pour avoir 2 ans. Ouais. Le service militaire, enfin le VIE, ça s'arrête. Ouais. Donc il faut revenir. Moi, je suis resté un petit peu parce que on s'était donné des objectifs de se transférer aux locaux, etc. Tu étais marié? Non, je n'étais pas marié, non. Future madame était au Portugal, a lancé un réseau mobile portugais. C'est la famille GSM. C'est surtout la famille, on change de pays souvent. Ouais. On a compté l'autre jour, je crois qu'il y a 15 déménagements en 10 ans ou une histoire comme ça. On a changé de pays très souvent. Et votre mariage a résisté à ça? Oui, 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 je conseille à personne parce que c'est un très bon mariage. C'est bien quand c'est fait, je suis très fier de dire. C'est un très bon mariage. Mais 15 déménagements, ça c'est... Puis le passé n'est pas la garantie de l'avenir. Est-ce que tu te débrouilles pour être absent quand le déménagement a lieu? Alors, pour la première fois... C'est ce que je fais, donc. Ouais, alors je l'ai fait avec une rigueur d'horloger suisse, mais la dernière fois, il y a eu un couac. Il y a eu un couac, donc c'est moi qui, à Palo Alto, la dernière maison, c'est moi qui ai ouvert le container. On s'est aperçu il y a 15 jours qu'il manquait les vêtements de ski. C'est clairement de ma faute, il y a un sac qui a disparu, mais je ne suis pas un professionnel du déménagement. Donc tu reviens en France un peu après la fin quelques mois après la fin du VIE. Tu es toujours dans Alcatel. Ouais, en fait, j'étais là-bas et je voulais rester, fondamentalement. Et là, à ce moment-là, il y a au niveau du siège d'Alcatel dans le mobile. C'est là que le mot siège prend tout son sens. Là, ils se disent, bon, en fait, ce qu'il faut, enfin, ici, hein, vu qu'on est à la Silicon Valley, ce qu'il faut bien se remettre en tête, c'est que quand on fait du mobile à la fin des années 90, c'est pas évident de définir comment j'innove. Parce qu'en fait, on est dans un monde où les rails sont vraiment très très forts, quoi. Il y a un standard qui est là. C'est la première fois dans les télécoms qu'il y a un standard aussi puissant. Le but, c'est clairement de baisser les coûts. Donc, tout le monde prend le bouquin du standard, fait son produit, et puis on y va. Il y a éventuellement une discussion sur le coût, mais bon, tout le monde va voir un peu les mêmes fournisseurs. Donc, il n'y a pas vraiment d'ambiance de différenciation, d'innovation. Et puis, de toute façon, le train roule hyper vite. Il y a des réseaux qui sortent de partout. Donc, il y a du boulot. Et là, quand on s'approche de 2000, il y a une tension qui commence à se faire parce que les investissements sont tels au niveau R&D que là, il faut quand même se dire, bon, ok, comment je me différencie de l'autre pour être celui qui croit le plus vite, qui va innover le plus vite et qui va réussir à garder une avance de phase. Et cette transition-là, vue d'Alcatel, une des façons de la traduire, c'est je vais arrêter d'expliquer comment ça marche et je vais commencer à dire à quoi ça sert. Et ça paraît trivial vu d'aujourd'hui, mais fin des années 90, c'est pas du tout trivial pour une boîte qui est fondamentalement une boîte d'ingénieurs, de passer du comment ça marche au à quoi ça sert. Et donc là, ils commencent à se dire, peut-être qu'on devrait monter une équipe de marketing. Alors moi, j'ai jamais fait de marketing de ma vie, je sais même pas ce que c'est, mais ils cherchent des gens sur le terrain qui ont été à la croisée de, je prends le produit que les gars ont fait en haut de leur tour d'ivoire, et avec leurs standards. J'ai été confronté à une concurrence très dure, parce que fin des années 90, Asie du Sud-Est, petit crack monétaire, qui a quand même eu pas mal de tensions, on faisait des contrats en monnaie locale, sur le plan financement c'était assez salé. Qui étaient les concurrents? Ah bah là, on est déjà sur Ericsson, Nokia, pour parler de ceux qui sont encore vivants, Motorola, très fort, Nortel, le Canadien. Donc c'est dur parce qu'en gros, il y a 7 gros poids lourds. Il n'y a pas encore les Chinois, les Huawei, qu'on va voir un peu plus tard. Et donc fondamentalement, il faut se poser la question de comment je me différencie. Et donc ils font venir des gens, ils appellent des gens qui sont sur le terrain pour dire, bon, est-ce que vous ne voulez pas revenir au siège, nous reconnecter et nous aider à raconter l'histoire sous l'angle pourquoi venir chez nous, comment différencier nos produits. Donc c'est toi qui as écrit les chansons? Alors moi j'écrivais pas trop les chansons, je faisais surtout de la mise en musique parce que la chanson c'était le standard. Et il se trouve qu'en même temps il s'est passé un truc génial.
c'est que dans la R&D, il y avait un groupe de gars vraiment très innovants et qui avaient un côté un peu frondeur, qui ont monté quasiment dans un garage en Allemagne la génération de stations de base suivante, et qui était géniale. C'est-à-dire que le grand principe, techniquement, l'idée c'était de dire, au lieu de faire des choses monoblocs, on va découper les fonctions, et on fait évoluer les fonctions indépendamment les unes des autres. Donc au lieu de sortir une grosse machine tous les 3 ans, on fait évoluer les modules, donc on gagne en coût, on gagne en fonctionnalité. Qu'est-ce qu'il y avait comme module? Alors, une station comme ça, à l'époque, c'est un module qui fait de la transmission-réception, donc c'est la partie analogique radio, un module et qui a de l'amplification dedans, il y a beaucoup de coûts à cet endroit-là. Et après, c'est des cartes de traitement de signal qui font toute la partie protocolaire qui renvoie après vers le réseau. Et après, il y a les antennes et les câbles, ça vaut très cher les câbles, à l'époque, je pense que c'est le retour vers le central. Et alors là, ces gars-là se disent, finalement le mobile c'est pas statique, ça va continuer à évoluer, il y a d'autres générations, on parlait déjà de la 3G, parce que c'est des trucs dont on parle plus de 10 ans avant. Et le gars se dit, on va faire une station de base où le jour où j'ai, par exemple le GPRS, donc les premières transmissions de données, j'en fiche un module dedans, au lieu de faire un tout nouveau produit. Et on commence quand même à parler, fin des années 90, on parle des contraintes environnementales. Je me souviens par exemple avoir convaincu Bouygues de bosser avec nous. En tant que dernier entrant en France, ils avaient vraiment du mal à trouver des terrasses pour poser les trucs, à trouver avoir le droit de mettre les antennes, etc. Donc les contraintes environnementales, ça commençait. Donc tout ce qui était autour de je mets la boîte et je ne la change plus. Il n'y a plus jamais de grue qui vient, qui soulève la boîte, qui l'enlève, mais c'est un gars qui vient avec une valise et il met un module. Et ça, c'était un concept qu'on avait baptisé Evolium, donc la station de base qui évolue. Donc il s'est passé ça en même temps que le réveil de la boîte autour de je vais passer de comment ça marche à quoi ça sert et pourquoi nous. Quelles ont été les étapes dans l'évolution du rendement? Parce que tu disais il y a quelques instants que quand tu vendais en Malaisie, c'était des taux de retour, enfin un retour sur 7 à 10 ans pour l'investissement. Ouais. C'est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est... Alors, la plupart des pays aujourd'hui autorisent à lancer un nouveau service mobile en se mettant en itinérance sur les réseaux existants. Donc c'est ce que fait Free. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est assez spectaculaire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de secouer le truc là. 73% du trafic de Free. Mais il passe sur Orange. Donc quand on est sur... Ça c'est un levier qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, les régulateurs étaient très stricts. L'objectif c'était d'avoir un maximum de couverture du territoire, donc il ne fallait surtout pas autoriser les gens à partager. Donc avec le partage de réseau, aujourd'hui, on peut avoir des retours sur investissement sur 3 ans, voire moins. Donc tu as deux facteurs, tu as ce côté partage des réseaux et tu as le côté baisse des coûts d'infrastructure qui est phénoménal. Moi je me souviens, quand on a fait la première transmission data, donc à l'époque il y avait un grand show télécom, organisé par l'ITU, la grande organisation de régulation, on allait à Genève, c'était Genève. Donc à Télécom Genève, on fait la première transmission de données, c'était un téléphone Sagem, encore de la R&D française. Et donc on fait le premier transfert de paquets, donc en utile, je sais pas, on était à quelques kilobits, et on était très fiers de la démo, mais honnêtement on se demandait à quoi ça allait servir. La vraie question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire les gens avec ça. Et il y a eu toute une phase où les retours sur investissement étaient entièrement construits sur le trafic de la voix, et après il y a une deuxième phase qui est largement stimulée par l'iPhone, où là c'est l'inverse. Le trafic déborde totalement les réseaux, donc les opérateurs se retrouvent à devoir mettre au pot et à rajouter de la capacité, alors qu'ils n'ont aucun revenu ou très peu de revenus incrémentaux qui arrivent. Mais donc tu as tous ces facteurs qui jouent, le trafic, la baisse des coûts, le partage des réseaux, et aujourd'hui on peut faire ça sur moins de 3 ans. Ce qui tombe bien parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de patience pour des investissements à 7 ans. Oui. En ce moment, non. Sauf chez Intel ou des gens comme ça qui mettent 4 milliards de dollars pour une nouvelle usine. Ils en font 4 par an, donc ça c'est autre chose. Alors, là, tu restes combien de temps dans ce milieu-là? Alors, en fait, très vite, la bougeotte me reprend. Je suis au siège, je fais du marketing, je ne sais pas ce que c'est, j'apprends, je mets ça en place. On travaille sur le positionnement de l'offre, etc. Et puis très vite, je veux revenir sur le terrain. Donc, ce que je... Pourquoi tu veux revenir sur le terrain?
Parce que j'aime bien l'idée d'être devant le client, de faire marcher le truc, de mobiliser une équipe autour de faire des vraies choses et de réaliser des projets. C'est vraiment, fondamentalement, c'est un gros moteur. Donc l'aspirateur sur le pocket non, le marketing, c'est vachement plus sophistiqué que ça. Non, mais du quartier général. Non, mais tu sais, dans le quartier général. Non, mais le quartier général, c'est super parce que tu n'as pas 30 ans et tu vois cette grosse vague. Il y a des grands mouvements et tu as un poste d'observation très sympa. Tu rapportais à qui à l'époque? Là, je le rapportais au VP du marketing. Et puis un jour, je vais voir le patron de la zone Europe, qui était le gars avec qui j'avais bossé à Kuala Lumpur. Et je lui dis, bon Alain, je voudrais avoir les mains un peu plus sales, je voudrais faire des trucs de terrain. Et l'objectif que j'avais, c'était d'arriver à gérer une petite zone pour la boutique. D'avoir un peu, si tu veux, toute l'équation entre je vends, je décore. L'Europe du Sud Oui, je sais pas, je voulais une zone. J'étais prêt à partir. Je dis voilà, les bagages sont prêts, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il me dit, bah, on a un projet casse-cou là, c'est que. Bah oui, c'est normal, en fait, c'est de bonne guerre. Donc il me dit, on a un projet casse-cou là, c'est que on est un fournisseur de référence chez France Télécom et chez SFR, et on n'est jamais rentré chez Bouygues. Donc tu prends ça, et puis je te mets adjoint du gars qui fait la France et l'Europe du Nord. Comme ça, tu apprendras un peu la région. Et donc donc Bouygues, c'est super parce que pour le coup, on n'est pas du tout sur un traditionnel des télécoms. Ils ont des réflexes d'achat, des réflexes stratégiques qui sont vraiment très différents. Et Bouygues Télécom. Ils ont des réflexes de conquête aussi. Ah oui. D'agression même. Oui, mais ce qui était très bien, parce que je pense que, si j'avais dû gérer France Télécom, j'aurais sans doute pas été très crédible. Alors que là, j'étais en bonne vibration avec le client. Et donc on a fait le premier petit réseau 3G de Bouygues. Donc on est au début des années 2000. Donc c'est quand même l'époque où la 3G ça existe surtout au Japon. Donc au Japon, ils ont déjà les téléphones avec les caméras. Et là on a des tas de discussions philosophiques sur est-ce que la visioconférence ça va prendre, est-ce que les gens vont se téléphoner. Alors, on vous ressort tout depuis le cas de NBA où ah oui, alors il y a eu dans les années 70 une tentative de lancer la visio sur le fixe, ça n'a pas marché parce que il n'y a rien de plus désagréable pour une femme, et je suis absolument anti-misogyne, c'est juste une anecdote, il n'y a rien de plus désagréable pour une femme que d'être en visio le matin alors qu'elle n'est pas forcément en contrôle de son apparence. Donc voilà le genre de philosophie qu'on discute en meeting avec ses opérateurs. Mais en fait, le problème, il n'est pas du tout là, parce que aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un nouveau réseau à déployer. Il y a des licences qui sont à des prix outranciers, et il y a un nouveau réseau à déployer, et qu'on n'a pas. Que ce réseau va vraiment faire du sens si les gens font autre chose que téléphoner avec le téléphone. Et on n'a pas la queue d'une idée de ce que ça veut dire de faire autre chose que téléphoner. Donc on va au Japon, on fait des bus, des avions, on emmène les Français au Japon, parce que Alcatel fait une joint venture avec Fujitsu. C'était génial, moi j'ai adoré la fenêtre sur le Japon. Donc on va au Japon par avion cargo et on regarde. Tu vas dans le métro et tu vois les gens. Voilà, tu vas dans le métro, tu vois les gens qui ont le téléphone autour du cou. En 2000, dans le métro, avec le téléphone, les cheveux. iMode. Oui, c'était iMode. Donc on se dit, bon, la solution, c'est le petit portail pré-packagé. Donc c'est iMode. Et c'est pas mal parce que c'est un modèle fermé. Tu contrôles ton environnement de développeur. En l'occurrence, c'était très japonais, mais ils ont réussi. Ils en ont signé quelques-uns aussi. Bouygues en France, KPN en Hollande. Donc il y a un environnement de développeur qui est contrôlé, il y a les API qui sont contrôlés, les terminaux sont contrôlés, donc c'est à la japonaise, ou à la californienne, je ne sais pas, mais fondamentalement, tout est contrôlé, et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on est au début des années 2000, on peut faire la bourse, la météo, et éventuellement un MMS, un message avec autre chose que du texte. On peut faire ça pour pas cher, Bouygues le met pas cher, et sur des terminaux qui sont différents. Qui sont vraiment des terminaux qui commencent à nous emmener vers l'ordinateur. Donc ça, c'était très sympa. Bon, le réseau, oui. Quelle a été ta mission pour avoir réussi à faire ça? Alors, c'était un tout petit réseau, parce que Bouygues, c'est des investisseurs qui réfléchissent beaucoup avant d'investir. Et donc, c'était un tout petit réseau, mais c'était une super fenêtre d'expérimentation. En même temps, en part-time, je faisais de la chasse en Scandinavie, sur les terres d'Ericsson et Nokia. Donc
du départ